Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle interview reconversion. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Kéléa, qui est facilitatrice Notion. Elle va vous expliquer ce que c'est si vous ne connaissez pas. Donc, Kélia, justement, elle a un parcours aussi un petit peu intéressant et différent de tout ce que j'ai pu faire auparavant dans ces interviews reconversion. Donc, je vais te laisser nous expliquer ça. Kélia, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et puis qui tu es? Oui, alors bonjour à tous. Donc effectivement, tu l'as bien dit, je suis facilitatrice Notion. Donc je me suis mis à mon compte en janvier de cette année 2022. Mais ça vient d'un long cheminement professionnel. Moi, en fait, je reviens toujours quand on me demande de me présenter mon parcours, à mon parcours scolaire aussi, parce que je trouve que c'est intéressant de l'inclure dedans, dans le sens où j'ai toujours été une excellente élève. J'ai pas été une élève moyenne, machin ou quoi. Je faisais partie, désolée, de ces élèves qui étaient hyper bons sans rien faire enfin voilà, qui limite s'ennuient en cours et qui ont quand même 18 quoi. Donc ça, c'était une vraie chance. Et en fait, ça a duré jusque à la seconde environ, où j'ai eu la chance en seconde de faire un échange de 6 mois en Angleterre. Je suis partie dans une autre école en fait pour continuer mon cursus là-bas et tout. Et quand je suis revenue en France, alors j'ai fait une décompensation de dépression parce qu'en fait, j'ai été harcelée du CE1 à la seconde, enfin quand je suis partie, et puis quand je suis revenue, ben, ça a repris en fait. C'est-à-dire qu'en partant en Angleterre, j'ai découvert ce que c'était la vie sans harcèlement et que je pouvais être quelqu'un d'intéressant, de drôle, que c'était pas normal la manière dont on me traitait en France. Et du coup, en revenant, du coup, j'ai un peu plaqué tout ça à l'Angleterre, tu vois, la belle vie, le fait que tout se passe bien, que pareil, j'avais des problèmes avec mes parents, on s'entendait pas hyper bien à la maison. Ben là, j'étais tranquille, j'étais dans une famille d'accueil qui me laissait. J'avais un étage de la maison pour moi toute seule et tout. Du coup, quand je suis revenue, ça a un peu été la redescente aux enfers. Ce qui a fait que pendant les 2 dernières années, en fait, où tu prépares le bac et tout, ben, je ne faisais plus rien du tout. C'est-à-dire que je rendais même plus mes devoirs, je n'avais rien à faire. Et j'ai eu mon bac, comme on dit chez moi, au poil de fesse. J'ai vraiment, voilà, c'était enfin compliqué, mais c'est là que finalement être une excellente élève jusqu'à maintenant m'a sauvée parce que j'ai quand même eu mon bac sans rattrapage, sans rien faire, avec une moyenne genre de 5 pendant 2 ans, tu vois. Donc c'est quand même un tour de force. Et comme j'ai vécu donc toutes ces 2 années en décompensation de dépression, mais du coup qui se sont aggravées par rapport à mon rapport au travail, mon rapport aux études, etc. En passant mon bac, bon déjà je m'étais dit si je le rate, je le repasse pas. Et en plus de ça, je veux pas faire d'études. Par contre, mon but, c'est de me barrer de Paris, parce que j'ai grandi à Paris, le plus vite possible pour m'éloigner de toutes ces personnes et de tous ces mauvais souvenirs et de ma dépression. Et du coup, à l'époque, il commençait à beaucoup reparler du service civique. C'était en 2014-2015. Donc, voilà, c'est l'époque où c'était tout nouveau, ce nouveau système-là, en fait. Qu'ils avaient tout remis en place sous Hollande, je crois. Et du coup, ils en faisaient vachement la pub. Et moi, je me suis dit, parfait, c'est le moyen de me barrer. Parce que, en gros, mes parents, c'est un peu le même deal qu'avec tous les parents. Genre, bah, ok, bah, si tu veux pas faire d'études, par contre, tu travailles et on t'aide un peu peut-être, mais bon, on t'aide pas non plus, quoi. Donc, du coup, j'ai fait un service civique en éducation populaire parce que depuis quelques années, j'étais animatrice dans une association, donc animatrice bénévole pour enfants en colonie de vacances, etc., etc. Et en fait, je me suis dit, ben, c'est tout ce que je sais faire, l'éducation populaire, c'est tout ce qui me plaît aussi. Donc, ben, je vais aller dans cet asso parce que, voilà, puis on verra bien. Je fais ça 1 an, ça me met un petit revenu comme ça, j'ai pas mes parents sur le dos, quoi que ce soit. Et puis, je me barre de Paris. Donc, je suis partie complètement arbitrairement à Lyon. Je connaissais personne là-bas, j'étais jamais allée. Enfin, vraiment, il y avait aucune raison pour aller là-bas. Et spoiler alerte, 8 ans plus tard, j'y suis encore.
Donc voilà, c'était une bonne décision. Et du coup, effectivement, j'ai pu commencer à me reconstruire déjà en ayant des objectifs par rapport à mon travail à l'époque. Donc c'était une association qui venait en aide en fait aux enfants défavorisés des quartiers de Lyon. Et moi, mon travail en service civique, c'était de mettre en relation les étudiants bénévoles qui voulaient accompagner des enfants au sein de notre association et un enfant. Donc de créer des binômes et de les suivre en fait durant toute l'année où j'étais en service là-bas pour qu'il y ait déjà les comptes à rendre pour les subventions à l'État, mais aussi que tout se passe bien, pour être aussi une ressource. Tu vois, les étudiants, des fois, ils venaient me voir, il s'est passé ça, je ne sais pas comment réagir, ou alors j'ai plus d'idées d'activité, etc. Donc, c'était pas forcément de l'aide aux devoirs, c'était, ils pouvaient aller se balader ensemble, rentrer dans Lyon, parce que comme ils vivaient en banlieue, les enfants, ils étaient limite déjà jamais rentrés dans Lyon. Donc voilà, tout un truc un peu d'ouverture culturelle, en fait, générale. Et suite à cette année-là, donc ça m'a réconciliée un petit peu. Je me suis dit, bon, quand même, je vais faire des études, je vais pas, voilà. Et enfin, non pas que ne pas faire d'études, c'est grave, mais dans le sens où c'est vrai que moi, j'avais quand même toujours rêvé de faire des études avant ces 2 années compliquées pour mon bac. Donc, Mmh. je dis, Ouais. bon, je vais quand même faire ça. Et en fait, ça m'a permis, mon service civique, donc, de découvrir la médiation culturelle, puisqu'il y avait toute une dimension d'ouverture à la culture envers ces jeunes. Et je me suis dit, ben, j'aime trop ça, la médiation culturelle. Donc, j'ai fait un bachelor en médiation culturelle. La médiation culturelle, qu'est-ce que c'est? C'est tous les métiers, donc c'est hyper large, ça peut être dans plein de secteurs différents, donc les métiers qui permettent de mettre en relation l'artiste, son œuvre et son public. Donc ça va être les guides dans les musées, les gens qui organisent des festivals de musique, etc., etc. Hyper large. J'ai essayé pendant toutes ces années d'études de faire plein de stages dans plein de secteurs différents, justement parce que moi j'aimais beaucoup la transversalité du truc, d'être compétent dans plein de domaines et de pas se fermer des portes en fait. Ça me plaisait beaucoup. Euh, et je voulais pas m'enfermer en fait dans un secteur, dans une case, sachant qu'à Lyon, le secteur culturel est hyper bouché, donc il vaut mieux savoir un petit peu tout faire parce que sinon, t'as pas de travail. Donc j'ai choisi de faire ça. Et en parallèle encore, j'ai continué dans mon association qui faisait des colos. Donc j'y étais à l'année, puis je suis rentrée. Donc j'ai fait tous les statuts. J'étais animatrice BAFA stagiaire. Après, j'étais animatrice normale. Après, co-directrice, directrice. Je suis passée au CA de l'association. J'ai été présidente de l'association. Enfin voilà, j'ai évolué pendant 7 ans dans cet asso. Et quand j'ai fini mes études, je me suis dit, bah, justement, mes parents, c'est bon, j'ai fait mes études et tout, ils sont contents, enfin, tu vois, pareil financièrement et tout. Et ils ont accepté que je prenne une année sabbatique pour m'occuper de cette fameuse association qui créait des colos, qui organisait des colos. Donc bénévole, hein, je n'étais pas payée encore une fois, mais c'était vraiment pour l'amour du truc parce que je me sentais hyper bien dans cet asso. Et j'ai pris une année sabbatique pour organiser euh, les trois événements en fait, de l'année, les trois colos de l'année de l'asso. Et en fait, je me suis un peu brûlé les ailes. Ça a été compliqué cette année-là parce que ça se passait hyper mal avec certaines personnes en fait, au sein du CA de l'asso. On n'était pas du tout d'accord sur la direction qu'on voulait donner à l'association, aux colonies de vacances qu'on organisait et tout ça, et sur la manière dont on voulait travailler ensemble. Et du coup, j'ai arrêté, je suis partie parce que fallait que je me protège en fait. Donc, je donnais trop, enfin, on n'était pas d'accord. Des mecs qui étaient plus âgés que moi et qui pensaient avoir compris comment ça se passait, tu sais, l'organisation de ces colonies, mais qui était dans le déni total que en fait ça se passait bien parce qu'il y avait 10 personnes autour qui faisaient en sorte que ça se passe bien et que c'était pas du tout grâce à lui que ça se passait. Tu vois. Donc, du coup, enfin, je dis ça parce que ça se retrouve plus tard dans mon histoire professionnelle, justement, de ce truc-là de pas réussir, en fait, à faire comprendre, enfin, surtout, enfin, souvent, des hommes, la quarantaine d'années, qui sont dans le déni total de leur capacité et qui pensent que une gamine de 25 ans comme moi ne va pas leur apprendre les trucs, alors que c'est grâce à moi que ça tourne et que eux, ils sont complètement incompétents, quoi. Donc voilà, j'ai décidé de partir de ça parce que vraiment, enfin, c'était soit lui, soit moi, sauf que lui, il était membre de droit de l'association, donc il ne pouvait pas partir. Donc du coup, voilà, je me suis choisie moi.
Et j'ai commencé donc à rechercher du travail dans ma branche de médiation culturelle en me disant, allez, c'est bon, l'éducation populaire, ça m'a saoulée. J'en ai marre, je vais faire un petit peu dans ma branche et tout. Et là, j'ai trouvé en fait un poste de secrétaire, mais en fait, c'était de l'assistance de direction fois 1000. Enfin, c'était voilà, sous-payé et de nouveau avec un patron qui hiérarchiquement se croit tout permis, qui ne comprend pas que en étant mal payé, ben, t'es pas motivé pour travailler pour le truc, etc., etc. Donc j'ai été 2 ans là-bas. J'ai mordu sur ma chic un petit peu, puisque environ 6 mois, un an après avoir commencé mon travail là-bas, j'ai découvert l'entrepreneuriat en ligne et je me suis dit, mais c'est ma clé de sortie en fait. C'est ça qu'il faut que je fasse parce que là, c'est pas possible. Enfin, je vais pas passer toute ma vie à travailler pour quelqu'un d'autre, à devoir rendre des comptes à quelqu'un, devoir comment on dit, à travailler pour la réussite de quelqu'un d'autre et l'ascension de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'était quelque chose qui était très fort pour moi de me dire putain, mais je travaille, je suis mal payée et c'est eux qui s'en mettent plein les poches, quoi. Enfin, c'est fou. Donc je me suis dit, ben, je vais faire ça. Et là, en fait, j'ai fait un panorama. Je me suis dit, ok, bon, il y a certes, qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que je peux apporter aux gens, mais surtout, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et donc, c'est là que j'en suis venue, parce que j'ai découvert Notion aussi entre-temps et tout, à me dire, bah voilà, bah, je vais faire Notion parce que ça me fait kiffer. Ça, j'adore, je me sens bien. Avec toutes les capacités que j'avais mis en place en fait, durant mes diverses expériences, ben, je me suis rendu compte que ça collait vachement, parce que à chaque fois, c'était des questions de rigueur de travail qui n'allaient pas, des questions d'organisation, de comment on structure les choses pour que ça soit facile, vu qu'on est tous autonomes dans notre travail, mais au final, on fait la même chose. Ou, enfin, c'est le bazar dans l'organisation de l'entreprise, dans la vision de l'entreprise, etc., etc. Du coup, je me suis dit, bon, ben, je vais m'orienter là-dessus. Donc, c'est pour ça que, après, maintenant, sur mon entreprise, je propose vraiment des solutions aux entrepreneurs pour les aider à structurer leur entreprise grâce à Notion. Et du coup, bon, là, je te le résume hyper bien. À l'époque, c'était pas aussi clair. Donc, j'ai mis environ un an et demi à vraiment savoir où j'allais. Je me suis aidée, du coup, j'ai pris la Micropreneur Academy, donc qui m'a aussi énormément aidée dans mon projet, et puis même prendre confiance en moi, et puis rencontrer des gens aussi, etc. etc. Donc ça, c'était une bonne décision aussi. Et donc 2 ans après être rentrée dans cette entreprise où donc je faisais du salariat, entrepreneuriat, voilà, j'ai décidé de quitter, enfin j'ai négocié une rupture conventionnelle. Alors ça non plus, ça n'a pas été une fine histoire, mais j'ai réussi à faire pression comme il faut et à négocier ma rupture. Du coup, voilà, j'ai pu ouvrir mon entreprise en janvier. La boucle est bouclée, je crois. Ça y est. Super. Alors peut-être juste, est-ce que tu peux expliquer, ce que c'est Notion? Parce que ça devient de plus en plus connu, mais au cas où certaines personnes ne connaîtraient pas. Alors Notion, c'est un logiciel qui, en fait, comporte plein de fonctionnalités qu'on peut utiliser à toute fin utile, en fait. C'est vraiment en fonction de soi, de son organisation, de ses besoins aussi dans la structuration de tout et n'importe quoi. Moi, je m'en sers pour gérer mon business, mais je m'en sers aussi pour gérer ma vie perso. Tout un truc qui m'aide pour mes chats, savoir quand est-ce qu'il faut que je fasse les rappels de vaccins, les machins comme ça. Donc, quand on commence sur le logiciel, on commence d'une page blanche. On a plein de fonctionnalités, donc du texte, des bases de données, la possibilité d'interconnecter les données entre elles, etc. Et c'est à nous de construire en fait l'espace qui nous correspond. Voilà. Merci. Alors petit point justement sur la rupture conventionnelle aussi, parce que ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, enfin qui aimeraient la demander en fait, mais qui savent pas trop. Je pense que des fois, il y a l'idée peut-être de confiance en soi et de s'affirmer, et cetera. Est-ce que tu pourrais nous en parler, toi? Comment est-ce que tu as réussi à faire? Comment est-ce que tu as vécu tout ça? Mmh.
Alors moi, j'ai un caractère de feu et j'en avais ras-le-bol de travailler dans ces conditions. Du coup, enfin, en fait, je savais que j'étais indispensable déjà. Je savais que en fait, sans moi, c'était vraiment, vraiment pas possible en fait pour l'entreprise de fonctionner parce qu'on n'était que 3 salariés administratifs, dont 2 de ces salariés qui n'étaient pas que administratifs parce que c'était une école de chant, donc ils faisaient les cours, etc., etc. Puis ils avaient un peu d'administratif. Mais moi, j'étais vraiment assistante de direction, full administration. Et du coup, j'étais indispensable. Et du coup, j'ai un peu mis la pression, en fait, en leur montrant que si je veux travailler mal et non efficacement, je peux le faire et que s'ils ne m'accordent pas une rupture conventionnelle, je ne peux pas partir vu mes projets. Donc ça, moi, j'ai demandé en entretien, j'ai été honnête, je leur ai expliqué, je leur ai dit, bah voilà, ça c'est mes projets, moi c'est ça que je veux faire. Par contre, financièrement parlant, je ne peux pas me permettre en fait de partir si j'ai pas de rupture conventionnelle. Et j'ai un petit peu, on va dire, menacé, je pense que c'est le mot, de pas être efficace et de mal faire mon travail tout en étant invirable, donc en commettant aucune faute grave, tu vois, si jamais ils n'acceptaient pas de rupture conventionnelle. Je suis pas sûre que c'est la meilleure idée de faire ça. Ça dépend de la boîte dans laquelle on est. Voilà, moi je savais que je pouvais le faire parce que c'était une association, que ils étaient pas beaucoup et que enfin, ils étaient pas dans le monde du travail, tu vois, c'est tous des vieux retraités et tout machin. Du coup, ça leur a fait peur, quoi. Après, je sais qu'il y a des patrons qui acceptent les ruptures conventionnelles sans rechigner, donc il faut pas. Enfin, on peut aussi se renseigner en fait. Moi, c'est ça que j'avais fait aussi. J'avais demandé les personnes qui sont parties avant, vous avez fait des ruptures, comment ça s'est passé, etc. Savoir un peu la politique de l'entreprise. Ouais. Et puis, un truc que je ne savais pas et que si j'avais su, je l'aurais fait parce qu'en plus de ça, j'ai eu la possibilité et voilà. Il vaut mieux déclarer son entreprise, créer son entreprise et commencer en fait à engranger un petit peu de chiffre d'affaires tout en cumulant avec son salaire et son salariat. Bon, c'est très fatigant hein, et c'est très énergivore, donc voilà, faut quand même savoir où on va. Moi, j'ai la chance, j'ai pas d'enfant, etc., donc j'aurais pu le faire. Parce que quand tu commences en fait ton entreprise et que tu as eu des revenus avant ta rupture conventionnelle, tu peux aller voir Pôle emploi, leur dire bonjour, j'ai un projet de création d'entreprise, nanani, nanana, et tu peux négocier d'avoir en fait ton full chômage après, quoi qu'il arrive, même si tu fais du chiffre d'affaires. Alors que si tu le fais après, à l'inverse, donc comme moi j'ai attendu d'avoir eu ma rupture conventionnelle pour créer mon statut, etc., etc. Mon chômage, je le reçois au prorata des revenus que mon entreprise fait. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment bon à savoir parce que je ne savais pas. Et en fait, si j'avais su, j'aurais fait comme ça parce que comme ça, tu es tranquille. Surtout, ça permet de mettre de l'argent de côté. Quand tu débutes en entreprise, tu as souvent besoin d'acheter du matériel, un petit peu de logiciel, etc., etc. Et cetera. Et ça te permet de commencer à mettre de côté pour le jour où tu n'auras plus de chômage et si jamais tu as des mois un peu plus compliqués. Je pense que c'est vraiment bien. Mais par contre, il faut faire tout un dossier auprès de Pôle emploi, il faut se faire connaître. Enfin, c'est quand même une démarche. Mais il faut regarder ça parce que c'est vraiment mieux, je pense. Voilà. Non, c'est sûr. Ouais, ouais, bah, c'est vrai que c'est important, surtout que tu es un petit peu la reine de ça, mais c'est important justement de s'organiser et de privilégier un petit peu ça, que ce soit carré, quoi, un C'est minimum. ça, Ouais. exactement. Ouais. Du coup, bah, ce sujet m'amène aussi à parler forcément d'argent, parce que ça, c'est toujours une des grandes questions, surtout quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Toi, quel rapport t'entretiens avec l'argent, justement, et comment est-ce que tu gères ça au quotidien? Parce que du coup, je comprends que tu as le chômage toujours. Oui, ouais, ouais. Tu vois, comment tu ressens les choses, en fait? Et ben, je ressens les choses justement où, pour l'instant, j'en suis encore à un stade de mon entreprise où je gagne pas assez pour gagner ma vie uniquement avec mon entreprise et où j'ai des clients qui commencent à arriver, sauf que je gagne pas assez pour que ça soit rentable en fait. C'est-à-dire que ce qui est rentable, ça reste encore de pas faire de chiffre d'affaires et de toucher mon chômage en entier. Voilà, tu sais un petit peu toutes les aides de l'État qui sont, comment on va dire, toujours, tu te poses la question, tu te dis mais comment ça, si je travaille pas, je gagne plus d'argent que si j'essaie de travailler. Bon, d'accord. Donc ça c'est un petit peu, je vis ça comme
Enfin, une grosse injustice, quoi, parce que là, tu vois, ces derniers mois, j'ai fait un petit peu de chiffre d'affaires. Et ben, ça m'a mis dans la merde parce que je gagnais pas assez, en fait, et du coup, mon chômage était trop bas, et du coup, enfin, bref. Donc, j'ai pas la possibilité de mettre de côté, ça m'agace beaucoup. Mais sinon, plus généralement, rapport à l'argent, euh, j'ai un petit peu la peur du manque quand même. C'est sûr que, enfin, j'ai eu beaucoup la peur du manque au début de mon entreprise. Je me dis: «Oh là là, il faut absolument que je trouve des clients, il faut absolument que je travaille, il faut absolument que ci, il faut absolument que là». Et puis du coup, cette expérience avec le fait que ça m'a beaucoup réduit mon chômage et que tout ça, bah, en fait, je me rends compte que, c'est bien si je suis au chômage, que j'ai pas peut-être pas besoin là, tu vois, de bourrer tout de suite absolument l'entreprise. Peut-être je peux vraiment me poser sur les fondations de mon entreprise, exactement ce que je veux, recalibrer les choses, et cetera, plutôt que de chercher des clients à tout prix, puisque en fait, la sécurité financière, je l'ai avec mon chômage pour l'instant et pas avec mon entreprise. Donc ça m'a beaucoup aidé là, ces 6 derniers mois, à me rendre compte de ça. Donc je suis passée d'une peur du manque ultime à mon Dieu, comment je vais manger demain, il faut absolument que je trouve des clients, à bon, ça va, j'ai le chômage, voilà, je vais trouver, ça ira très bien. Donc voilà, mais voilà, ça m'a quand même un petit peu pris du temps. Et puis, j'ai, enfin, j'ai pas vraiment d'éducation financière parce que je viens d'une famille enfin, assez pauvre en fait. Donc je sais pas ce que c'est que de gérer l'argent en soi. Tu vois, moi j'ai toujours vu ma mère galérer. Donc je sais alors ça, je sais bien faire quand on galère. Ça, je sais bien gérer, il n'y a pas de souci. Mais oui, quand tu commences à gagner de l'argent et que tu te dis: «Bon, il faut que je mette de côté, il faut que je machine, il faut que je truc», ça, c'est plus difficile parce que du coup, j'ai pas encore comblé tous mes traumas de pauvre, dans le sens où, j'ai encore des gros achats importants que j'ai envie de faire, tu vois? Que j'ai toujours rêvé toute ma vie, que j'ai jamais pu m'acheter, et du coup, je sais que, je j'ai encore un peu du mal, voilà, à gérer, la trésorerie, quoi, on va dire. Mais sinon, je suis, enfin, je suis pas, stressée, enfin, tu vois? Je sais pas vraiment comment expliquer, mais ça fait partie de la vie, l'argent, tu vois? Je le vois comme un truc qui est fluide, en fait. Je le vois pas comme quelque chose à garder à tout prix, ou à dépenser à tout prix non plus. C'est vraiment, je fais en fonction de ce que j'ai. Les mois où j'ai pas beaucoup, ben, j'essaie de pas dépenser beaucoup. Les mois où j'ai beaucoup, je dépense tout. Enfin, tu vois, voilà, j'en suis encore là-dedans. Après, j'ai l'espoir de me dire que quand je serai plus stable et que je gagnerai vraiment mes objectifs financiers, je serai plus sage. Voilà. C'est ça. Marche, ouais. Et donc après là, sur la partie entrepreneuriale, je pense que ça peut être intéressant d'aller un peu plus, dans le détail. Mmh. Donc là, tu as commencé un peu à te lancer, tu nous as dit en parallèle de ton job au départ. Hem, Mmh. Est-ce que tu as mis une organisation particulière en marche, ou qu'est-ce que tu vois, est-ce que tu aurais des conseils en fait à donner à des personnes qui en voudraient un peu se lancer en parallèle? Oui. Alors moi, j'avais la chance, j'étais à, temps partiel, j'étais à 80. Donc j'avais, mon lundi pour moi, et du coup, bah, le lundi, c'était, jour, entreprise, en fait. Donc je travaillais à fond le lundi, et le reste de la semaine, moi, quand je rentrais du boulot, j'étais trop crevée, mais vraiment, enfin, c'était impossible pour moi de bosser sur l'entreprise. Donc quand j'avais la motive et que j'avais envie, ben, je le faisais. J'ai eu des missions, en fait, aussi clientes, dès cette époque, même si je n'étais pas encore déclarée, et j'ai dû travailler dessus. Voilà, là, pour le coup, tu vois, c'était exceptionnel. Je travaillais le soir en rentrant et tout. Mais en termes d'organisation, enfin, en fait, déjà, moi, je pense que ce qui a été le plus bénéfique pour moi, ça a été d'avoir, donc à l'époque, j'étais, encore en couple, en ménage et tout, on habitait ensemble. Ça faisait 5 ans qu'on était ensemble quand je me suis lancée, donc enfin 4 ans et demi. Du coup, ça a chamboulé aussi tout notre quotidien et tout, et c'est ça qui a été le plus difficile à calibrer.
Parce que, bah, voilà, moi, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un d'hyper compréhensif qui me laissait mes soirées, jusqu'à 00:00, 1 heure du matin si j'avais besoin de bosser, tu vois? Mais quand tu as une vie de famille déjà, quand tu as des enfants, c'est plus difficile. Donc moi, voilà, moi, ce qui m'a vraiment aidée, ça a été d'avoir un jour consacré à l'entreprise. Toute ma famille est au courant, il faut pas m'appeler, il faut pas, voilà, je suis, dédiée à ça pendant une journée. Et il y avait aussi le truc de comme c'est un rendez-vous, bah, du coup, j'étais excitée, d'arriver, au prochain lundi pour pouvoir bosser sur mon projet. Et puis, au fur et à mesure que les choses se sont accélérées, que j'avais besoin d'être plus présente pour mon entreprise, moi, j'avais un job hyper autonome et sans scrupule, vu que, je détestais mon taf et qui, ne faisait rien, en fait, pour me rendre les choses plus faciles et enfin bref, c'était conflictuel, hein, je veux dire, voilà. Je travaillais, depuis au boulot, en fait. Au bout d'un moment, j'ai plus eu aucun respect. Alors, je sais pas si c'est un bon conseil ça, mais ouais, je passais, en fait, j'avais un travail, où je pouvais faire 2 heures, 2-3 heures par jour dessus et ça se voyait pas que j'avais travaillé que 2-3 heures. On pensait que j'avais bossé toute la journée, tu vois? Du coup, j'avais cette possibilité, voilà, en me cachant, en navigation privée, machin, je faisais mes trucs. Hem, enfin, en fait, je pense que le plus important, c'est de ménager sa fatigue et sa vie perso et après, le pro vient, en dernier, en fait. Mais ça, c'est quelque chose qui vient assez naturellement quand tu as ton projet d'entreprise. Tu en as plus rien à foutre de ton taf. Tu as un tout petit peu de conscience professionnelle du genre: «Bon allez, il faut que je tienne parce que c'est grâce à eux que je mange pour l'instant». Mais franchement, c'est dur et même des fois si c'est long, enfin moi ça a été long, tu vois? Ça a duré 1 an. Je l'ai pas fait tout de suite, tu vois? De bosser au bureau et tout, mais en fait au bout d'un moment, j'étais tellement frustrée que ça avance pas, que ce qui me prenne toute mon énergie et tout mon temps, c'était ce travail, que je détestais et dans lequel ça se passait mal. Du coup, voilà, c'était ça ma priorité, c'était mon entreprise et voilà, il faut tenir niveau fatigue, en fait. Moi, c'est surtout ça que je retiens de cette période où vraiment j'étais mais épuisée, 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 épuisée. Donc il faut se mettre en place peut-être aussi des choses, tu sais, pour se faire du bien. Aller se payer un massage, s'autoriser des siestes, enfin voilà, des trucs, un peu ou passer du temps aussi avec, sa famille, tu vois? Le dimanche, moi, j'allais tout le temps voir ma famille et tout et tout. Ça, c'était aussi des moments où je pouvais vraiment me ressourcer. C'était important. Ouais, Donc voilà. ouais, Mmh. ouais. Non, c'est sûr et c'est vrai que quand tu fais un job qui ne t'intéresse plus et où tu as plus de motivation, en fait, c'est vrai que c'est hyper difficile de continuer et tu perds Ouais. de l'énergie tout le temps, en fait. C'est ça, bah, c'est hyper drainant, c'est hyper drainant. Moi, je faisais pas des grosses journées, hein, puisque j'étais à 80 donc je faisais des journées de 6 heures, 6 heures et demie, tu vois? C'était pas voilà, mais je rentrais à la maison, j'allais me coucher à 20 heures, quoi. Ouais, Alors que, avant que j'ai mon projet entrepreneurial, enfin, j'étais pas si crevée et c'était le même boulot, tu vois? ouais. Donc donc oui, ça, c'est vraiment je pense qu'il faut vraiment le prendre en compte ça. Parce que et puis, enfin, si tu veux, moi, j'arrivais en fin de journée, après mon travail, je n'avais plus la force de travailler sur mon entreprise, alors que c'était mon projet qui me bottait à fond, tu vois? Alors les fois où j'ai travaillé après mon travail salarié sur mon entreprise, c'est vraiment parce que j'étais obligée, que j'avais des projets, des deadlines et tout, mais j'étais morte, quoi, enfin, donc ça, c'est pas à sous-estimer, ouais. Mmh. Mais je te comprends tellement parce que moi, c'était pareil. Les 6 derniers mois avant de finir ma partie salariale, j'étais à 80 aussi Mmh. et bah, pareil, pour avoir un jour par semaine pour bosser sur, mon entreprise et en fait, j'ai jamais trop réussi à travailler en vérité. Ouais. Parce que Ouais, j'étais ouais. fatiguée donc le Mmh. jour de récup que j'avais, en fait, je dormais ou effectivement, je m'accordais du temps libre, en fait et du repos parce que Mmh. c'était ça la priorité enfin, c'était la Mmh. deuxième priorité, en fait, qui est devenue Mmh. presque la première en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc non, ça c'est je pense, mais ça va avec tout, hein, ça va avec est-ce que ta famille, elle te soutient ou pas? Ça va avec le fait est-ce qu'elle est compréhensive ou non? Est-ce qu'elle s'inquiète pour toi ou non? Enfin, tu vois? Parce que typiquement ça, moi, dans mon ex belle famille à l'époque, ils s'inquiétaient vachement parce que c'est des gens qui ont vécu que dans le salariat, c'est pas du tout une famille d'entrepreneurs et tout, tu vois? Ils s'inquiétaient de ouf pour moi et ça aussi, ça me fatiguait.
tu vois? Ouais. De devoir répondre à leurs questions et leurs interrogations et leurs inquiétudes. Tu genre: «Non mais tu crois que j'en ai pas assez moi-même en fait? C'est bon, j'ai pas besoin de ça». Oui, oui, ça dépend de toute la bulle en fait de support que tu te crées et que tu as autour de toi, aussi. Ouais. Ouais, et ça, c'est intéressant justement un peu sur l'équilibre vie pro, vie perso, et cetera. Est-ce que tu aurais d'autres choses à ajouter, d'autres conseils, et cetera sur, Eh peut-être bien oui, effectivement, je voulais aborder ça. Du coup, donc voilà, j'ai parlé de mon ex, de ma belle famille et tout. 3 mois avant, enfin 3 mois après mon début, d'entrepreneuriat, donc en mars de cette année, je me suis séparée du coup et en fait, c'est ce que je te disais, c'est ça, mon plus gros challenge, qui m'a été donné de vivre pour l'entreprise pour l'instant. Parce que autant ce dont on vient de parler, pardon, par rapport à l'énergie, au travail et tout, ben, ça a été un obstacle, mais bon, ça allait quoi. Autant enfin, je veux dire, j'ai pu quand même réussir à continuer à bosser. Autant ma rupture, bon, ça faisait 5 ans qu'on était ensemble, on habitait ensemble, on avait tous nos projets ensemble, donc c'est pas une petite rupture quoi. C'est, toute ta vie, qui est, chamboulée, remise en question. Ben, j'ai pas travaillé pendant 1 mois et demi, quasiment et j'arrivais à rien. Alors d'un autre côté, ça a été une énorme chance que j'ai déjà été à mon compte à ce moment-là parce que, ben, j'ai pu vivre mon moment de rupture à pleurer toute la journée dans mon lit et à me lever, à peine pour manger et c'est tout. Voilà, donc ça m'a permis aussi, je pense, entre guillemets, «de me remettre sur pied» plus rapidement parce que j'ai pu vivre, ce moment, pleinement et d'ailleurs, je fais un petit parallèle avec les fleurs de bac, mais ma maman donc bon, tu le sais, mais les gens qui regardent cette interview ne savent peut-être pas, ma maman est aussi thérapeute en fleurs de bac et on a fait des fleurs de bac, des séances pour, mieux vivre ma rupture et ça a aussi été un très salvateur pour moi. Enfin, tu vois, là, on est en juillet, donc voilà, ça fait 5 6 mois, non, un peu moins, bref, j'en prends encore, quoi, parce que, il y a encore des réminiscences, même si ça va très bien maintenant, mais enfin, il y a encore, voilà, des moments, toutes les fameuses bon, 1 fois que tu refais tout seul, tous ces moments-là, je me dis: «Allez, un petit coup de pipette là parce que» voilà. Mais du coup, pour revenir à cet équilibre vie pro, vie perso, en fait, je pense que tu as 2 manières de réagir. Soit tu t'enfermes dans une espèce de déni de tes émotions et du coup, tu es dans le taf, tu fais que ça et ça te porte. Ou alors, tu en profites pour vivre pleinement justement, ce moment-là. Et moi, j'étais vraiment incapable, de me mettre à bosser. Enfin, j'avais pas du tout le goût. Enfin, j'avais pas l'énergie, enfin, je pouvais pas. Et j'ai d'ailleurs eu beaucoup, beaucoup de soutien de toutes mes copines entrepreneurs que j'avais rencontrées via la Micropreneur Academy. Ça a été aussi, hyper mignon, toute cette solidarité, que j'ai eue alors que, c'est des filles que j'ai jamais rencontrées, en vrai, dans la vraie vie. Donc, ça aussi, ça m'a apporté ça, par exemple. Mais, par contre, heu, maintenant que ça va et que, je suis, de nouveau capable de bosser et tout, avec le recul, je me dis ça aussi. Je me dis que c'est vraiment vrai quand on dit que, si tu vas pas bien, ton entreprise va pas bien, quoi. Parce que, j'étais vraiment incapable de bosser. Après ça, en mai, j'étais malade pendant une semaine, j'étais couchée, fiévreuse, tu sais, où tu dors toute la journée, tu peux rien faire. Pareil, ben, j'ai pas pu bosser, je me suis mise en retard sur des projets et tout qui étaient avec des deadlines, rapprochées et tout. Enfin, c'était, hyper compliqué et je pense qu'il y a vraiment, enfin, en fait, pourquoi je dis ça? C'est que je pensais pas que mon plus gros challenge professionnel, ça serait de gérer ma rupture, en fait. Donc c'est en ce sens-là, en fait, où, mais on y revient, en fait, de pareil aussi, on parlait de l'énergie et de se préserver tout à l'heure. C'est la même chose, en fait, ça vient avec ça. C'est-à-dire que je pense vraiment que pour une entreprise saine, la priorité à avoir, c'est pas une stratégie, c'est pas une visibilité sur Instagram, c'est pas tout ça, mais c'est vraiment, prendre soin de soi. Moi, c'est ça la première chose que je fais et que je vois aussi avec, mes clientes. Des fois, elles me disent: «Ouais, mais tu vois, j'aime bien faire mon sport le matin, mais en ce moment, je suis trop fatiguée, du coup, je me lève tard, du coup, j'ai pas le temps de faire mon sport le matin». Je dis: «Mais
tu es entrepreneur. Si tu commences à 14 heures de bosser, mais que tu as fait ta routine du matin, c'est bon. Enfin, il n'y a pas de souci, tu peux faire ça. Donc, je pense qu'il faut vraiment, même si, mais c'est dur parce qu'on devient même pire que nos pires patrons dans le salariat quand on est à son compte, j'ai l'impression, tu vois. C'est un truc que tout le monde ressent aussi, de s'imposer des journées de fou, de s'imposer quasiment pas de pause, de pas prendre, enfin, de travailler tous les jours de la semaine et pas du tout avoir de journée off, etc., etc. Je pense que c'est enfin, c'est pas bien de faire ça, vraiment pas, parce que là, j'ai vraiment beaucoup tiré sur la corde les 6 premiers mois, justement, bah, notamment lié au fait de ce que je disais quand on parlait d'argent, ma peur du manque, il faut que je travaille, il faut que je mette tout ça en place. Euh, et ben là, tu vois, c'est l'été, ben, j'ai pas envie de bosser là. J'ai l'impression que je décompense les 6 premiers mois avec ma rupture un petit peu. Enfin, tu vois, je suis tombée malade, comme je disais et tout. Et là, j'ai besoin de juste rien faire, rien du tout. J'ai pas envie. Et je pense que c'est bien de se l'accorder. Quand on peut se le permettre financièrement, bien sûr, je pense que c'est bien, très bien de se faire passer en premier. Ouais. Et c'est sûr que sur le long terme, en tout cas, c'est hyper important. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de coachs un peu business, d'entrepreneurs, etc., qui disent que ça est plus un marathon sur la durée Mm, qu'un mm, sprint. Donc, ouais. Non, non, c'est sûr que c'est hyper important et je rejoins. C'est marrant, moi, je me suis séparée aussi en janvier-février. mm, Et je comprends à quel point, oui, c'est difficile, en fait, parce que du coup, surtout quand on est auto-entrepreneur et que tu es tout seul dans ton truc, parce qu'à la limite, mm, tu as une équipe, bon, tu peux te reposer sur ton équipe, mais là, d'être toute seule, mm, je comprends et je compatis, ouais, c'est sûr que mm, mm, mm. il y avait peut-être un dernier sujet dont tu m'as parlé avant cette interview qui était un peu sur HPE, HPI. Alors, est-ce que tu peux Enfin, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ce sujet? Oui, bah, du coup, donc HPE, c'est haut potentiel émotionnel, HPI, haut potentiel intellectuel. En fait, ils les ont séparés récemment, mais avant, c'était juste HPI et ça englobait tous les hauts potentiels possibles, en fait. Donc, c'est pas que tu es surdoué, ça n'a rien à voir avec ça. C'est que ton cerveau marche plus vite sur certains points. Donc, maturité émotionnelle, résolution de conflits, enfin, je veux dire, c'est pas forcément lié. En gros, tu peux être HPE, mais pas HPI. Tu peux être bon en résolution de conflits, mais pas en maturité émotionnelle. Enfin, voilà. En fait, il y a tout un, comment on dit, une espèce de spectre, en fait, qui est de plus en plus défini, en fait, au fil des ans. Et moi, je voulais en parler parce que je suis en cours de diagnostic depuis 1 an. Donc, moi, j'ai commencé ma thérapie en mars 2021, je crois. C'est ça, ouais, mars 2021, un truc comme ça. Bon, ça fait 1 an et demi, quoi. J'ai commencé cette thérapie parce que j'ai découvert donc, les termes zèbre aussi, on utilise ça pour les adultes, et du coup HPI, etc. Et je me suis dit, mais en fait, sans prétention évidemment, je me reconnais là-dedans, dans ce truc de socialement me sentir un petit peu sur la touche des fois, qu'on n'arrive pas bien à interpréter ce que je pense et comment je vois les choses. Et moi, d'être par contre très, très observatrice, de hyper bien cerner les gens tout de suite et tout ça. Et bon, alors ça, j'ai grandi avec une hypersensibilité, ça j'ai toujours su parce que ma mère était au fait de ce terme-là et m'a élevée là-dedans. Donc ça, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir toujours su ça de moi et donc de ne pas me sentir encore plus bizarre. Mais du coup, je me suis dit, mais ça rejoint parce que effectivement, les zèbres HPI, on dit que voilà, émotionnellement, ils sont très matures, etc., etc. Et du coup, j'ai commencé ma thérapie en disant, bonjour, je suis intéressée par ces termes-là, je veux être diagnostiquée parce que je veux mieux me comprendre et je veux mieux, enfin, je veux être capable en fait de mieux gérer ce qui m'arrive dans la vie avec de vrais outils en fait et pas juste dans la panique, pas savoir quoi faire. Du coup, je suis allée la voir et elle m'a dit, bien sûr, il n'y a pas de souci, mais d'abord, on va voir si vous êtes éligible à un diagnostic parce que sinon, ça ne sert à rien. On a fait une séance, elle m'a dit, oui, d'accord, bon, bah, on va commencer un diagnostic. Et en fait, donc, je suis toujours en cours. Alors, je sais qu'il y a des tests très factuels, tu sais, genre où tu réponds à des questions, des machins, des trucs, mais ça coûte hyper cher de faire ça. Donc,
En fait, pour l'instant, je suis en cours avec donc ma thérapie, un espèce de backup à ce test-là. Bon, tu es quand même obligé de le passer pour être diagnostiqué, enfin pour être 100 diagnostiqué, mais tu peux quand même, avec l'avis d'un psy, naviguer quand même, parce que moi, ce qui m'importe finalement, c'est d'avoir des outils. Je m'en fous d'être diagnostiquée, tu vois? Donc, du coup, voilà. Et donc en apprenant un petit peu, qu'est-ce que c'est qu'être HPI, HPE et tout ce qu'il y a dans ce spectre-là. En fait, je me dis que l'entrepreneuriat est peuplé de personnes comme ça et que c'est juste qu'elles ne le savent pas parce que ben, c'est encore peut-être pas trop connu ou pas assez connu. Et je pense que c'est important de pas de se diagnostiquer pour se diagnostiquer, de dire ouais, moi je suis mature émotionnellement, machin, mais plutôt, comme je dis, d'avoir des outils en fait pour mieux se comprendre et pour aussi avoir des. Moi, c'est ça que ce que j'ai ressenti, c'est que je me suis sentie soulagée de me dire ah bon, ça va, je suis pas folle, je suis pas bizarre. En fait, c'est juste que mon cerveau marche différemment que enfin, la plupart des gens. Et ça m'a beaucoup aidée, notamment à vivre mon salariat, parce que j'ai vite compris, sans même connaître HPI, HPE, que le salariat, c'était pas pour moi. Mais avec cette notion-là supplémentaire, quand tu te connais et que tu apprends vraiment à savoir où tu es sur ce spectre, etc., en fait, tu comprends pourquoi le salariat n'est pas fait pour nous, pour les gens comme ça. Et je pense vraiment que c'est quelque chose à approfondir parce que ça soulage en fait au quotidien euh, pour, euh, pour fonctionner en général déjà avec les gens, mais aussi avec l'extérieur et enfin, le monde extérieur entre guillemets, et du coup dans la sphère professionnelle évidemment. Parce que bon, voilà, je ne vais pas faire toute la théorie de pourquoi les HPI sont entrepreneurs, etc. Je vous laisse vous renseigner. Mais en tout cas, je suis persuadée que le salariat n'est pas fait pour les gens comme ça et que l'entrepreneuriat, ça fait très peur. Ça, c'est vrai, parce que c'est pas stable, parce que c'est les montagnes russes émotionnelles, parce que financièrement, c'est galère, parce que tu sais pas si tu vas y arriver et tout. Mais ça vaut 1000 fois pour les personnes qui sont dans ce spectre de se lancer quand même. Parce que c'est une telle liberté. euh, Moi, c'est ça qui me pesait le plus, en fait. C'est de devoir me plier à des horaires, de devoir me plier à des façons de travailler qui ne me conviennent pas, de machin, de trucs. Là, c'est moi qui invente tout. Et à la fois, ça fait peur, comme je disais, mais enfin, dans la balance de ça fait peur, mais je me sens mieux, quand même, je me sens vachement mieux, quoi. Ça vaut le coup. Donc voilà, ouais, je voulais te dire parce que je pense que c'est important de s'en rendre compte, en fait. Ouais. Mais c'est sûr, et déjà, en fait, là où je te rejoins, c'est sur aussi la connaissance de soi. C'est vrai que c'est important. Mm, Enfin, surtout, bon, moi, avec les fleurs de bac, c'est à 100% ce que je fais. Mais c'est vrai mm, qu'il y a vraiment de ça. Et ouais, d'aller, de se dire aussi que si on n'est pas bien dans le salariat, ok, il y a peut-être 15 000 raisons liées à l'entreprise, liées à son caractère, mais peut-être liées aussi à des choses qui sont en nous, en fait, et où mm, ça ne nous permet pas forcément de développer notre plein potentiel, on va dire. Donc, mm, mm. ouais. Ok, mais c'est vrai que c'est intéressant et on n'en a encore jamais parlé ici, donc c'est chouette ce petit apport là. Mhm. On arrive quasiment à la fin du coup, c'est passé vite. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose dont tu n'aurais pas forcément encore parlé ou est-ce que tu aurais peut-être un dernier conseil à donner à des personnes qui aimeraient démissionner ou qui aimeraient demander une rupture conventionnelle, ce genre de choses et qui n'osent pas encore trop le faire? Euh, oui, non, je crois que j'ai tout abordé. Un dernier conseil, ayez confiance en vous et en votre projet, en vos capacités et en votre projet. Parce que si vous en êtes arrivé à cette conclusion qu'il vaut mieux pour vous d'aller vers votre projet et que c'est ça qui vous anime, etc., euh, faites-le. Enfin, il vaut mieux avoir des remords que des regrets, comme on dit. Ouais. Et surtout, ça n'en sera pas. Parce que vous allez découvrir un monde tellement plus libre et plus adapté à vous que c'est beaucoup de soucis, mais pour même inversement proportionnel de bonheur, en fait. Et je pense que c'est
enfin, la peur, elle n'évite pas le danger, en fait. C'est-à-dire que si tu as peur et que tu fais rien, ça ne, enfin, ce que je veux dire, c'est que la peur, elle n'est pas là pour t'éviter de faire les choses. Elle est juste là pour te dire, attention, ça va être compliqué, mais ça ne veut pas dire qu'il faut pas y aller. Ouais. Voilà. Merci Kélia, c'est une belle conclusion. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, écoute, merci à toi Kélia. Belle Merci fin pour de... ton invitation. Et à bientôt. Oui.